On est sur une vraie transformation, mais on est vraiment sur un changement de modèle de génération de revenus. Moi, ma conviction, c'est que demain, les experts comptables doivent devenir des chefs d'entreprise. Et quand tu es chef d'entreprise, tu réfléchis plutôt quel est mon modèle de revenu. Souvent, je le fais le parallèle entre SaaS et Accounting as a Service. La comptabilité, c'est un cœur. Tu as un soft as a service, Accounting as a Service. Et dans le SaaS, autour de ton cœur, tu as beaucoup de services. Un écosystème de génération de revenus. Il y a un revenu cœur qui doit être fait proprement, et c'est là où l'expert comptable est central. Le meilleur véhicule pour y aller est le cabinet pluridisciplinaire qui peut accompagner effectivement son client sur un certain nombre de services qui ne sont pas que du conseil. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Denis, qui est Head of Development de Forvis Mazars. Et on va pouvoir parler de sa vision venant de l'extérieur de la profession sur les gros enjeux de modèles de revenus et de transformation qui sont en train d'arriver dans l'expertise comptable, notamment pour les TPE-PME. Bonjour Denis. Merci beaucoup de me rejoindre aujourd'hui dans ce nouvel épisode du podcast Comptatech. Ce que je te propose, c'est que tu commences tout simplement par te présenter un peu ton parcours. Tu viens pas du monde à la base de l'expertise comptable. Comment tu es arrivé aujourd'hui, donc tu es chez Mazars. Comment t'en es arrivé là, quoi. Et qu'est-ce que tu fais peut-être chez Mazars pour que les gens qui nous écoutent comprennent. Ouais, bonjour Arthur. Écoute, merci de me recevoir. Très content d'être là. Alors mon parcours, peut-être juste préciser Forvis Mazars. Forvis Mazars, excuse-moi. Que tout le monde comprenne bien aujourd'hui le sens d'ailleurs de l'organisation. Donc moi j'ai un parcours de juriste, fiscaliste à l'origine. Et puis progressivement, même si j'ai commencé dans un cabinet d'avocat au Conseil d'État à la Cour de cassation, j'ai vu que ce n'était pas forcément tout de suite ce que je voulais faire en termes de plaisir. Et j'ai eu l'opportunité de rejoindre un groupe commercial, même dans la technique, puisque c'est Francis Lefebvre, où je suis arrivé pour diriger une première business unit qui était le droit des affaires, et, sur les volets publishing et puis training. Et puis progressivement, ayant l'âge du capitaine, j'ai moi connu la première vague Internet. Et j'ai voulu travailler sur les e-business et les nouveaux médias. C'était l'époque où on essayait de lancer ce qu'on fait aujourd'hui, un podcast vidéo. On essayait de lancer ces services-là en disant ça peut être quelque chose d'intéressant pour venir compléter le volet documentaire qu'a Francis Lefebvre, et la référence, maintenant Francis Lefebvre Dalloz, qu'a la référence, et de le compléter par un certain nombre de services multimédia. Voilà. Et puis tout ça s'est fait, ça s'est monté, c'était très intéressant. Et après, une fois que c'était lancé, je me suis dit que je pourrais faire autre chose. Et je suis allé faire du conseil dans un cabinet américain qui s'appelle PwC, où là, je suis resté pendant 10 ans et j'ai appris un autre métier. J'ai fait beaucoup de conseils autour de la stratégie opérationnelle ou de son exécution, dans le service financier, notamment pour l'assurance, courtage en assurance, mais aussi pour des acteurs de l'énergie et des utilities. Et là, j'y suis resté à peu près une petite dizaine d'années. C'était un moment intéressant. Et d'ailleurs, on pourra en parler parce qu'on a vécu à ce moment-là la reconstruction du conseil chez PwC, puisque on l'avait arrêté post-Enron. Il avait été cédé à IBM, et puis après, il y a eu la reconstruction de ce conseil. Et à un moment donné, qui était un conseil d'expertise, on peut faire un parallèle avec l'expertise comptable, c'était un conseil d'expertise, c'est-à-dire qu'on avait des gens qui faisaient du conseil en développement durable, des conseillers qui faisaient du conseil en contrôle interne, ou des gens qui faisaient du conseil autour de l'implémentation d'outils de consolidation, des comptes par exemple. Et puis, il fallait en faire des consultants de tous ces gens-là. Et finalement, on a monté une académie, la Consulting Academy, que j'ai eu le plaisir de diriger. Et finalement, sur ce schéma de compétences, on a travaillé quelque chose d'intéressant, qui était ces compétences d'expertise. Je dois leur donner finalement un vernis complet de consultant. Et c'est quoi ? Et donc, on a travaillé, mais on reviendra parce que je pense qu'il y a un vrai parallèle avec l'expertise comptable. Ce qui était un consultant, donc la transverse d'un consultant. Voilà, donc je termine PwC, et après, j'ai souhaité avoir une aventure entrepreneuriale. Et là, j'ai rejoint un cabinet d'expertise comptable. C'est la première fois que tu as mis c'est la première fois. Ouais. D'ailleurs, mes camarades parisiens, urbains, me suis dit, mais qu'est-ce que tu vas faire en expertise comptable ? Toi, tu as fait du conseil grand compte en expertise comptable pour un cabinet auvergnat. CGECO, Société d'expertise et de gestion comptable, né au Puy-en-Velay en 1973, qui a eu déjà une petite existence, mais une existence locale, puisque je l'ai rejoint, il y avait peut-être 6-7 bureaux et à peu près 20 millions d'euros d'activité, mais TPE ou TPE sur un métier qui est l'expertise comptable, un peu de commissariat aux comptes,
qui commençait à être, j'allais dire, traité uniquement par des professionnels de l'audit et du commissariat aux comptes, et puis très peu de pluridisciplinarité. Donc voilà, moi je suis venu pour planter le drapeau parisien. Tous les associés étaient auvergnats ou lyonnais. J'étais le premier provincial de la bande, puisque le seul parisien. Puis on a commencé à développer l'entreprise, et ça s'est bien passé. On a beaucoup travaillé les segments clients, mais on pourra en parler, parce que je pense que c'est un moment que vit l'expertise comptable, cette notion de segment client, d'adressage d'un certain nombre de segments clients. Et on l'a beaucoup travaillé, beaucoup transformé avec les membres de l'exécutif et le président. Et c'est devenu Implid, donc une structure pluridisciplinaire, d'envergure nationale. Et surtout, on a vécu un moment, en tout cas moi j'ai vécu un moment professionnel exceptionnel, puisqu'on a vécu le travail autour d'une marque. Et là, on a beaucoup appris, notamment, et c'est en lien aussi avec l'expertise comptable, ce que pouvait être un niveau de service, ce que pouvait être un accès à un marché, ou la visibilité qu'avait un marché, ou qu'on souhaitait donner à un marché sur le niveau de service qu'on allait rendre. Voilà. Et puis, voilà. Donc après, en 2021, j'en suis parti. J'ai rejoint une société technologique, un de tes gentils concurrents qui s'appelle Incom. Pendant 1 an, j'ai participé à l'adossement à Visma. Et puis, depuis 2 ans maintenant, un peu plus de 2 ans, je m'occupe du développement au sein de Forvis Mazars, donc cabinet français, d'origine française, avec une assise européenne très très forte. Donc, je m'occupe du développement, notamment du segment PME-TPE, donc du sujet de l'expertise comptable et de la concentration. Donc, je fais pas mal de M&A, concrètement. Je m'occupe pas mal de croissance externe. Et puis aussi de sujets de transformation sur ce segment client. C'est définir comptable. La strate avec le COMEX, quoi, j'imagine. Ouais, et l'exécuter derrière. L'exécuter. Ouais. Il y a un vrai sujet de... Mazars, c'est une société de Forvis Mazars. C'est une société de développement. C'est une société qui a beaucoup exécuté. Aujourd'hui, je crois qu'on est à peu près 40 000 dans le monde. Le volet mazarien d'origine fait à peu près 3 milliards. On s'est adossé, enfin, on s'est rapproché en termes de réseau d'un Américain qui s'appelle Forvis, qui lui fait à peu près 2,5 milliards. Mais on est indépendant dans le cadre de ce réseau à 2 membres, ce qui est une originalité, mais qui est vraiment dans le sens du développement Forvis Mazars. Et aujourd'hui, on a une présence très forte à l'international sur un certain nombre de grands comptes, des ETI, des PME, des TPE. Mais en France, on a encore beaucoup de zones de développement possibles. Donc, j'y travaille. Et il y a beaucoup de gros cabinets qui ont fait une scission entre la partie conseil, audit et expertise. Et vous, au contraire, ça reste sous le même toit. Et c'est quelque chose, je crois, que vous développez, quoi. Tu fais grossir la partie expertise et c'est un truc stratégique pour vous, quoi. Ouais, exactement. Mais ta question, elle est très intéressante parce que souvent, on présente effectivement cette scission comme une scission métier. Et ce n'est pas une scission métier. Bien sûr, elle est principalement métier dans l'exécution, mais dans l'origine, elle est client. Donc, vu des États-Unis, notamment, puisqu'on parle des anglo-saxons qui ont décidé d'arrêter l'expertise comptable en France, ça a été aussi d'arrêter un segment client qui est un segment client à risque, vu des États-Unis. Alors, autour de l'audit, c'est évident, notamment quand tu as un certain nombre de contraintes en termes de conformité, que tu as un régulateur qui... Et on le vit, Forvis Mazars le vit, quand tu as un régulateur qui est très présent, tu dois... Donc, forcément, plus ton client est petit, moins tes honoraires sont élevés, plus tu prends des risques. Donc, finalement, les anglo-saxons ont décidé d'arrêter ce segment client, en France notamment. Et puis, ils ont décidé aussi de réallouer. Et quand ils se concentraient, je pense, de Deloitte qui a arrêté, donc c'est la scission, ou c'est la sortie d'Inextinso, finalement, Deloitte a racheté du conseil grand compte en Allemagne. Donc, ils ont décidé d'avoir un segment client monde, qui était plutôt les grands comptes, et d'y faire plusieurs métiers. L'audit, bien sûr, c'est leur métier d'origine, aussi, et puis beaucoup de conseils. Voilà. Nous, on a une volonté de continuer à développer notre culture, notre réseau autour de cette assise française et européenne. Et forcément, aujourd'hui, on a une présence très forte dans notre métier d'origine, le commissariat aux comptes, l'audit. Quand on parle de grands comptes, on peut y mettre du conseil, comme d'autres. Je viens d'en parler pour Deloitte. Mais on a aussi cette volonté de dire, d'avoir ce marché national
de continuer à le couvrir. On a 8 régions, enfin on est répartis en 8 régions, on a 40 bureaux et on pense qu'on a encore pas mal de positions de marché à prendre autour du segment client de la PME, de la TPE, et d'y apporter des conseils qu'on sait faire. Le conseil qu'on sait faire, c'est le conseil autour de la finance et autour de la gestion du risque. Donc oui, effectivement, mais c'est parce que nous, on croit en ce segment client et parce que notre histoire fait que on est autonome pour le décider. Donc, ce n'est pas les US qui disent globalement, maintenant, vous arrêtez le segment TPE-PME. Et donc, on a décidé de continuer de le développer, effectivement. Vous êtes et souvent... donc, d'être un acteur de l'expertise comptable et de l'accélérer parce qu'on pense que il y a une vraie convergence, d'ailleurs, quand tu regardes un peu. Et je pense qu'on peut en parler, on parlera peut-être un peu revenu, mais on pourra en parler en termes de segment client parce que finalement, il y a une vraie convergence quand tu adresses des grands comptes sur certains niveaux de service. Prenons la durabilité, même si aujourd'hui elle est un peu plus repoussée, un peu plus chahutée. Mais néanmoins, tous les investissements que tu fais pour tes grands comptes, tu es capable d'en faire profiter les PME, les TPE. Parlons cybersécurité, c'est clair que tu as des pratiques ou des sujets de gestion du risque. C'est clair que les bonnes pratiques qu'on peut avoir, ou même l'investissement qu'on peut faire dans la technologie, de manière forte pour nos grands comptes, inévitablement, on pense qu'aujourd'hui, on peut en faire bénéficier les segments en dessous. Voilà. Et alors, du coup, toi qui as vu pas mal de secteurs et qui a été à la fois du côté techno, éditeur versus service, etc., qu'est-ce qui te marque aujourd'hui quand tu regardes le secteur de l'expertise comptable, qui est celui sur lequel tu passes du temps qu'est-ce qui te frappe quand tu regardes ce secteur, quoi? Je pense que la première chose, c'est le rapport au temps. Je trouve qu'il y a un rapport au temps un peu étonnant, c'est-à-dire qui est à la fois un temps compressé, le temps de la réalisation des actes d'expertise comptable. On le voit au moment où on se parle, on est en pleine saison fiscale, donc on sait que les agendas sont très tendus et on sent que c'est des courses permanentes ou des espèces de courses de haies. Et puis derrière, on essaie de souffler un peu. C'est de moins en moins le cas, mais on voit qu'il y a à la fois cette notion d'un temps accéléré dans la réalisation de mes missions ou de la production. Et après, dès qu'on commence à parler de transformation, changement, je trouve qu'on est sur des temps longs. Moi, ça fait quelques années que j'entends parler, quand j'ai quelques années, 15 ans, que j'entends parler de l'expert comptable faisant du conseil. On y est encore. On pourrait encore en parler. Je ne sais pas ce que va être le thème du prochain congrès, mais on est encore sur des sujets. Il faut qu'on devienne des gens qui font. Enfin, on devienne des professionnels du conseil. On voit que sur la technologie, ça fait quand même 10 ans qu'on tourne autour et qu'en même temps, aujourd'hui, il y a encore des chocs qui sont pris par un certain nombre d'acteurs ou de professionnels autour de la technologie. Donc, je trouve qu'il y a à la fois un rapport au temps qui est assez contraint dès qu'on parle de réalisation ou de mise en œuvre d'opérations, tout simplement, d'opérations d'un cabinet. Et en même temps, dès qu'on parle de stratégie, je trouve que le rapport au temps, il a du mal à devenir, pour le coup, un peu contraint ou dans l'exécution. Et il est souvent long. Et tu le sais, on a vécu des congrès de l'ordre où finalement on nous dit c'est pas la facture électronique, elle est repoussée, donc on va attendre un peu et la technologie attendra la facture. Aujourd'hui, je pense qu'on est sur autre chose, quoi. On est sur une vraie transformation pour plein de raisons, on peut en parler, mais on est vraiment sur un changement de modèle et de modèle de génération de revenus. Et là, je me dis, ce rapport au temps, il devrait normalement changer. Et là, quand on en parle avec les professionnels, il y a à la fois beaucoup d'écoute, mais dès qu'il s'agit de passer, on a l'impression qu'il y a un temps qui redevient assez long. Voilà. Et est-ce que tu penses que c'est lié? Il y a Philippe Barré qui dit toujours, en gros, quand le frigo est plein, c'est dur de se remettre en question. Tu penses que c'est lié à ça ou le fait que tu parlais du conseil. Dans le conseil, tu dois toujours aller chercher des nouvelles missions, des nouveaux clients. Dans l'expertise, le 1er janvier, tu as, 90-95% de ton chiffre qui est garanti. Mais en même temps, tu as ces galères, les haies dont tu parles, que tu dois franchir. C'est lié à ça ou... Il y a probablement dans le schéma de performance dont tu parles, oui, quelque chose qui est là. C'est-à-dire que je pense que la performance, elle est souvent dans l'exécution de l'opérationnel. Et la performance que je mets autour de ça, tant en termes de qualité, gestion du risque, d'exhaustivité, de ce que je peux amener auprès de mon client,
et moins sur le développement, même si je ne dis pas qu'il n'y a pas de développeurs du tout dans les cabinets, loin de là. Hein. Mais je pense que c'est quand même là qu'on regarde la performance souvent. Effectivement, dans le conseil, on la regarde sur comment je remplis le frigo. Ça, c'est clair. Donc oui, je pense que ça peut être lié. Mais c'est aussi, je pense, lié au fait que l'ensemble de la profession est très centré sur un titre et que tous les services qui sont rendus dépendent finalement d'un professionnel qui est titré. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui... je ne dis pas que ce n'est pas nécessaire, bien au-delà, mais je pense que ça peut un peu limiter le champ d'intervention des professionnels sur les autres services. Et notamment, on en a parlé avec quelques invités, mais c'est vrai que moi, ma conviction, c'est que demain, les experts comptables doivent devenir des chefs d'entreprise avant d'être... Et quand tu es chef d'entreprise, tu réfléchis plutôt aux revenus. Où est-ce que je peux aller quel est mon modèle de revenu pour toi, quel est le modèle de revenu aujourd'hui d'un cabinet et quel sera-t-il demain, quoi Et j'imagine que c'est des questions que tu te poses. C'est des questions que nous posons, hein, bien sûr, chez Forvis Mazars, que je pense que l'ensemble de la profession se pose, même si je trouve que parfois l'équation n'est pas forcément posée réellement. Je trouve qu'il y a beaucoup de structures, et peu importe leur taille, où il est compliqué vraiment de poser l'équation. Mais effectivement, la notion du revenu, ou en tout cas la structuration de mon revenu, comment j'ai envie déjà la photographie d'aujourd'hui, est-ce que j'en suis... j'en ai une pleine connaissance de ce revenu. Objectivement, je ne suis pas sûr. Il y a beaucoup de cabinets. Je ne suis pas sûr non plus. Tu vois, on parle souvent, moi je fais beaucoup de M&A, donc je rencontre beaucoup de cabinets. Quand tu commences à dire, mais alors l'exceptionnel... T'as combien de clients ouais, t'as combien de clients et ça va se passer comment le développement et vous faites combien de missions exceptionnelles alors, vous me parlez desquelles? De l'exceptionnel ou pas de l'exceptionnel? Je ne sais pas. Et puis, quand tu as 3 associés autour de la table, ils se regardent entre eux pour savoir, et toi, tu en fais combien? Je ne sais pas, genre je regarde. Et toi? On vous dit ça dans une semaine, souvent c'est rarement tenu, mais effectivement, on met un peu de temps à connaître son revenu, à voir la photographie. Et pourtant, il n'est pas très compliqué aujourd'hui. Et c'est vrai que tout ce qui est autour de ces nouveaux revenus, hein, il y a quelques intervenants, quelques acteurs ou quelques observateurs de la profession qui ont un regard hyper pointu sur le sujet, qui disent il y a finalement un gâteau qui est en train de s'élargir. Là, on commence à perdre un peu la profession sur le design de ce que vont être les revenus futurs. Ça, c'est clair. Et qu'on parle de revenus de la technologie. Là, on a beaucoup je trouve, à la fois de volonté ou d'envie d'y aller et quelques fantasmes sur attention, les éditeurs vont tout prendre. Ça va être, c'est un sujet d'organisation. Les revenus de la finance, c'est exactement la même chose, hein, en disant attention, il y a d'autres concurrents qui arrivent, ils vont descendre sur nos cœurs métiers, ça va mal se passer. Et puis, tout simplement, les revenus que je peux faire autour de mon métier cœur, parce que je pense que le métier cœur, il est hyper stratégique, à vrai dire. Tu as un métier cœur qui est stratégique, et autour, tu as une Pour galaxie. Toi, le métier cœur, c'est l'expertise, ou c'est le conseil? Ouais, c'est vraiment l'expertise. C'est-à-dire que réaliser, même si demain, une partie, et grâce aux acteurs de la technologie, une partie de cette métier cœur sera exécuté avec de la technologie ou par de la technologie, il est quand même là. À un moment donné, il faut quand même que quelqu'un dise les comptes, voilà comment ils sont. Enfin, c'est la pierre angulaire. C'est la pierre angulaire. Et pour toi, la question, c'est demain, est-ce qu'il y aura, combien il y aura de trucs connexes, quoi? Ouais, combien il y aura de trucs connexes, combien il y aura de revenus pas complémentaires, mais de revenus qui vont être développés parallèlement. Parce que je parle, bien sûr, ça peut être autour de la mission, donc connexe ou accessoire ou complémentaire, mais ça peut être autre chose. Et là, on parle de segment client. Et je trouve que dans ce schéma ou dans l'approche qu'on a autour des revenus, finalement, là encore, la connaissance d'un portefeuille client par les associés d'un cabinet, elle n'est pas toujours là. Il faut qu'ils se posent. Alors quand ils font, moi je les ai souvent en face dans une logique de transmission, de cession. Donc il y a un exercice qui a été fait sur l'analyse de mon portefeuille, mais tu le sais, peut-être que tu le vis quand toi tu essaies avec Pennylen d'arriver, d'implanter une technologie. Tu
je pense que tous les cabinets dans lesquels tu vas n'ont pas une connaissance de leur portefeuille très claire. La grande majorité n'en ont pas. Ouais. Enfin, nous, on essaie d'aider les cabinets justement à cartographier la clientèle et encore plus avec la facture électronique, qui sont tes clients que tu dois équiper d'une PDP en émission, en réception, quels sont tes clients qui utilisent tel outil auquel tu peux te connecter, etc. Et c'est vrai que tu n'as pas de données structurées. C'est dans la tête des collabs, la tête des experts comptables. Ouais. Mais c'est quand même le b.a.-ba. On ne serait pas dans l'expertise comptable. Tu serais une société de service, comme tu viens de le dire. Demain, société de service. Tu serais une société de service. Prenons une banque. Le b.a.-ba, c'est de connaître son portefeuille client. Un banquier, quand il ouvre son ordinateur le matin, et moi j'en rêve pour l'expertise comptable, le message est passé, il a des motifs de contact. Il a finalement un outil qui vient lui donner la connaissance de son portefeuille, et on lui dit mais tu devrais contacter ton client parce que y a peut-être un sujet de retraite, parce que voilà la position de trésorerie, parce que aujourd'hui c'est des vrais sujets, et on parle vraiment de ce segment qui est un segment que moi j'aime beaucoup, le segment autour de la TPE, de l'artisan, du commerçant, de la PME. C'est le gros de l'économie. C'est le gros de l'économie qui est très peu adressé, à vrai dire, parce qu'on parle effectivement, comme tu viens de le dire, des nouveaux services autour de ça. Finalement, ces nouveaux services, souvent, les grands acteurs, ils les adressent d'abord, et c'est bien normal. Forvis Mazars, nous, on a d'abord développé nos segments clients grands comptes, puis ETI. On continue à se développer sur la PME, la TPE. Je dis en essayant d'apporter le même niveau de service. Mais il y a des acteurs, je prends des acteurs de l'assurance, du courtage, de la gestion de patrimoine. On voit bien qu'aujourd'hui, dès qu'on commence à arriver sur le dirigeant d'une TPE, TPE, d'un artisan, d'un commerçant, c'est des gens qui sont peu adressés directement. Ouais, assez peu accompagnés, quoi. Et du coup, qui n'ont pas non plus forcément le budget de payer 10 conseils. Ouais. Donc à la fin, moi, ma conviction, c'est qu'il y a un peu un conseil, en tout cas un médecin généraliste, quoi. Ouais. Et moi, je pense que l'expertise comptable, c'est le bon point d'entrée, la bonne pierre angulaire. Toute la question, c'est est-ce que ça suffit, ou est-ce que demain, l'expert comptable, il peut aussi aller faire des passes décisives à des spécialistes quand ça fait sens, quoi. Ouais, alors moi je le pense. Je le pense profondément. Après, il y a des sujets aujourd'hui de régulation, de position, de profession réglementée sur ces services, et ça se respecte. Mais je pense que le marché est celui-là, et on va rarement contre un marché. Parce qu'il faudra, et on le voit, il y a d'autres acteurs qui arrivent. Le sujet de la facture électronique dont tu parles, finalement, on voit qu'avec la facture électronique arrivent des acteurs qui s'appellent les PDP, avec des gens qui en lancent, dont vous. Mais prenons une néobanque qui est assez connue, qui en lance une. On voit qu'elle fait du marketing, du commerce pour proposer ses services. Aujourd'hui, c'est des sujets qui sont un peu absents dans l'adressage du marché par la comptabilité ou les experts comptables qui regardent plutôt ça comme un danger. À vrai dire, on a, je pense, on doit être proactif. Souvent, je le fais le parallèle entre SaaS et Accounting as a Service. La comptabilité, pour répondre peut-être plus précisément à ta question, c'est un cœur comme le soft. La théorie des donuts, du coup, mais de c'est Jérôme. Un cœur. Jérôme ou même le SaaS. Le SaaS, tu as un soft as a service. Là, accounting as a service. La comptabilité, mais comme un service. Et dans le SaaS, on voit bien que tu as un cœur, et autour de ton cœur, tu as beaucoup de services. Un écosystème. Tu as un écosystème de génération de revenus. Là, on parle exactement de la même chose. J'ai de la comptabilité, et je ne dis pas qu'il faut l'arrêter, bien au contraire. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a que des revenus à côté. Au contraire, il y a un revenu cœur qui doit être fait proprement et par des professionnels, et c'est là où l'expert comptable est central. Et puis derrière, un certain nombre de services qui peuvent être autour... et je pense que le meilleur véhicule pour y aller est le cabinet pluridisciplinaire qui peut accompagner effectivement son client sur un certain nombre de services qui ne sont pas que du conseil. Il y a un volet autour du conseil, mais qui ne sont pas que du conseil. Et demain, la data ou la technologie devrait permettre de générer un certain nombre de revenus. Si on prend le sujet assurantiel, peut-être que demain, je réoriente, en fonction des positions de trésorerie, je réoriente vers un factor et je vends de la facturage, ou je réoriente et je peux éventuellement
j'ai employé un gros mot, monétiser mon lead commercial, parce que technologie... Et là, la technologie peut le faire. Hein. Je veux dire, le lead, il peut être uniquement un tuyau technologique. Et puis, à un moment donné, je prends un revenu ou un micro-revenu. Enfin, tu connais ça très bien. Et du coup, pour toi, c'est quoi... Enfin, qu'est-ce qui va faire qu'on va y arriver, quoi? Est-ce que c'est un enjeu de culture, de comment les équipes et les dirigeants, notamment de ces cabinets, y pensent? Est-ce que c'est un enjeu de formation? Est-ce que c'est un enjeu de techno? Est-ce que c'est... Je pense, je suis complètement d'accord avec le premier mot que tu emploies, culture. Et ça, on l'a vécu. Moi, je l'ai vécu en travaillant, en ayant l'aventure Sageco, où on a décidé, à un moment donné, d'avoir un projet de marque. Donc, c'est devenu Implid. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, on avait lancé beaucoup de services différents. On avait lancé on était la première SPE en France, en tout cas la notion de pluriprofessionnalité, avec des avocats, des notaires, il y a eu des huissiers. Et on se disait, mais finalement, comment on peut donner une unité au marché, ne serait-ce qu'une unité interne. Comment les gens vont travailler ensemble, se passer les ballons et avoir un sujet de génération de revenus, puisque l'idée, c'est quand même d'augmenter les revenus en étant pluriprofessionnel. Comment je peux avoir ce sujet-là adressé par tout le monde un peu de la même manière ? C'est clair que dès que tu travailles un sujet marque, enfin les grands professionnels des marques te le diront, tu commences à vouloir homogénéiser ton niveau de service. Donc on a eu et ça, c'est un sujet culturel. Et ça n'a pas changé. Et c'est vrai que je me souviens du président de Sageco à l'époque, il m'a dit, j'ai une idée, on va changer de nom, ça va coûter pas cher et ça va être rapide. Bon, on a revu notre copie et on l'a vu sérieusement, on a fait un fond de marque, et quand tu dis ça, finalement, tu tires un certain nombre de sujets qui sont ma raison d'être, mes valeurs, ma promesse marché, ma promesse employeur, bref, un certain nombre de sujets qui font que tu travailles tout autour de ta marque, des éléments fondamentaux, mais c'est culturel. Et je pense que la marque, c'est pour l'externe, mais c'est aussi de l'interne, parce bien sûr. On a quand même une particularité du cabinet d'expertise comptable, c'est la structure de la gouvernance, la structure actionnariale. Tu es quand même sur des partnerships, quoi, avec des associés. Exactement. Et il faut aligner ces gens-là, quoi. Il faut aligner. Alors, quand tu as beaucoup de partnerships, moi j'en avais 60 quand je dirigeais la structure. Quand tu as beaucoup de partenaires, forcément, tu dois aligner culturellement. C'était un sujet. Donc, le premier sujet, pour répondre à la question, il y a un vrai sujet culturel. De faire ce travail. De faire ce travail. Et qui a d'homogénéisation, scolaire, mais... d'homogénéisation, de vision autour du revenu et d'ouverture. Enfin, je veux dire qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de sujets qui sont là sous une forme ou sous une autre. La finance embarquée, c'est quelque chose qui existe. Déjà pour les grands comptes, il faut quand même que culturellement, on le sache, on ait la conscience ou l'ouverture d'esprit, et puis comment on l'adresse à travers la technologie, ce que vous essayez de faire dans Penny Lane ou avec d'autres acteurs, ou des acteurs de néobanques, en disant, mais finalement, sur le segment du dessous, TPE, PME, parce que c'est une question de mais ça, il faut en avoir conscience, c'est un sujet culturel. De dire, voilà, ça existe ailleurs, et peut-être que moi, je pourrais l'intégrer dans mon métier demain, mais pour le faire, il faut que je commence à penser autre chose. Je vais prendre deux exemples, j'aime bien ton approche sur la culture, de l'absence ou de l'absence de conscience de la notion de revenu dans le métier de l'expertise ou dans le monde de l'expertise comptable aujourd'hui. Je ne dis pas que les gens ne pensent pas à chiffre d'affaires, mais la culture autour du revenu. Le premier, c'est sur la notion de rapprochement ou d'évaluation des cabinets. Combien vaut un cabinet ? Aujourd'hui, on a ce sacro-saint chiffre d'affaires ou coefficient autour du chiffre d'affaires annuel, autour des revenus récurrents. Voilà. De plus en plus, tu le sais, et le fait qu'il y a un certain nombre de fonds qui arrivent dans la profession, que le private equity soit là, on a des multiples, mais quelque chose qu'on connaît par cœur dans la technologie, dans les sociétés de technologie, on a des multiples, et ils sont plutôt faits sur les revenus ou là autour de la rentabilité, EBE, EBITDA. Alors on commence à avoir arrivé. Moi, je commence à avoir des dossiers. On me dit c'est des multiples. Et puis, comme dans la technologie, le rêve étant le rêve, on projette le multiple ou le BE et on dit c'est des multiples de BE projetés. Très bien, on regarde ça avec intérêt.
Mais quand on projette le BE, on le restructure, on le projette et on dit c'est un OBE retravaillé, retraité. Et quand on le retraite par les coûts. C'est-à-dire que la première chose basique qu'on fait, me dit, alors quand tu es dans un schéma de transmission de cabinet, on dit on va retirer le salaire des associés qui partent. Okay. On va retirer les loyers si vous réunissez les sites, on va retirer parce que vous êtes un grand groupe, les coûts de technologie, ça va être les vôtres, enfin bref. Mais on le fait en retirant par les coûts, mais pas par les revenus. Alors qu'il peut y avoir des revenus projetés. Il peut y avoir plein de sujets de revenus projetés. Le fait que toi, tu aies toutes les expertises en interne qui vont pouvoir être proposées. Ou même que lui puisse le faire. Oui, ça. Tu as des cabinets qui ont une richesse portefeuille. Je sais pas, le cabinet qui est très présent sur le métier des buralistes. Il peut te dire, attends, j'ai une majeure là, je peux demain avoir un développement qui est de X%, qui va valoir tant, il y a tant de rentabilité, et voilà ce que je projette dans mon résultat demain de mon développement. Ça, je l'ai rarement. J'ai des créateurs d'entreprises. Les créateurs d'entreprises, on sait que demain, les services qu'on peut leur proposer sont des services aussi autour du compte pro, de la carte pro, ils peuvent déposer de l'argent, ça génère des revenus. Personne ne te dit, voilà le nombre de créateurs que j'ai par an, voilà le nombre de revenus que je peux générer par le dépôt sur un compte pro de mes créateurs. Personne ne te projette ça. Pour moi, c'est culturel. Le deuxième sujet assez signifiant autour de la culture également, c'est la politique de rémunération des équipes. On commence à voir arriver effectivement de nouveaux métiers. Avec, là aussi, je trouve beaucoup de tâtonnements, et c'est normal. Mais quand même, je trouve que ça manque parfois de professionnalisme dans l'accompagnement de l'exécution. Je veux dire que quand on parle de transformation des organisations, de modèles opérationnels cibles, tu as des sujets de design d'abord, tu as des sujets de construction de ton modèle avant de l'implémenter. Là, dans les nouveaux profils qu'on peut voir, les tech CSM, peu importe comment on les appelle, data controller, data manager, welcomer, on commence des gens qui exécutent et qui commencent à désigner des gens dans les organisations en les montrant du doigt et disent on est dans l'exécution. Bref, ces nouveaux métiers arrivent, c'est une bonne chose, petite parenthèse, mais quand on regarde finalement la rémunération du comptable ou du chef de mission, est-ce qu'il a aujourd'hui du variable ? Est-ce que demain, je l'incentive mensuellement ? Dans ta société, Arthur, tu as forcément des gens qui touchent un variable mensuellement. Je te confirme. Je te confirme. Et ils sont incentivés aux revenus qu'ils ramènent mensuellement. Moi, c'est un des trucs qui m'a marqué dans ma première aventure entrepreneuriale, pour le coup. C'est quand tu designs les bons incentives, ça change tout, quoi. C'est un peu malheureux, mais l'humain, il réagit par rapport aux incentives que tu lui donnes. Et c'est très compliqué de designer les bons, parce qu'il faut aligner entre les équipes, etc. Il ne faut pas donner des mauvais incentives, parce que comme tu dis, j'imagine aussi un des trucs, c'est tu veux pas que les gens vendent quelque chose dont le client n'aurait pas besoin, fasse de la survente, ce genre de choses, quoi. Mais oui, alors là, tu prêches un convaincu. Mais ça, culturellement, tu vois bien qu'on n'y est pas. Oui, bien sûr. Et pourtant, je pourrais le faire. Et demain, si je pense mes schémas de revenus, il va quand même bien falloir qu'à un moment donné, je pense variable. Si je veux accompagner mes clients, imaginons autour d'assurance cyber, et que je veux que ça se vende... Alors, on ne va pas transformer, et ça c'est peut-être aussi un défaut de la profession, c'est de vouloir prendre son modèle opérationnel cible. Là, ce n'est pas qu'une question de culture pour le coup, là c'est vraiment une question de comment j'exécute une stratégie et les compétences pour l'exécuter, de vouloir faire que mon modèle, mon organisation, mes opérations fassent tout les nouveaux schémas de revenus ou les nouvelles manières de travailler demain, je pense qu'on n'y arrivera pas. Et la preuve en est, c'est que aujourd'hui, le conseil qui est la première chose qui vient quand on parle avec les experts comptables, on va faire du conseil demain, on sait très bien que tous nos comptables ne seront pas consultants. Ils n'ont pas envie d'ailleurs. Il y a une partie qui n'a pas du tout envie de l'être. Et c'est d'ailleurs la même chose chez les associés. Il y a des gens qui font du très bon conseil en gestion de patrimoine, des associés qui font du très bon conseil en gestion de patrimoine, et d'autres dans le même cabinet, avec le même diplôme, qui n'en font pas du tout, parce que c'est pas comme ça qu'ils imaginent leur métier. Donc penser qu'on va mettre à la toise un peu tout le monde avec l'organisation actuelle, je pense là on peut verrouiller ou vraiment risquer des organisations. Je pense qu'il faut vraiment travailler ces sujets-là. Mais j'allais dire, on vit le moment où IBM a dit « je ne fais plus d'ordinateur ».
Mhm. et je fais du service. Donc là, nous, on va continuer à faire des produits un peu parce que je pense que Et c'est la facture clair. électronique pour toi qui va accélérer ça, quoi, non? Ah bah inévitable, ouais, bien sûr, bien sûr. La facture électronique et vous, ou l'écosystème, tout l'écosystème. Moi, j'aime beaucoup la notion de barbare hein, qui est en innovation. C'était Oussama Hamar aussi, ça. C'était, je sais pas si c'était Oussama Hamar, c'est le livre d'un journaliste de la Repubblica italien là, qui dit voilà comment on peut avoir des gens qui viennent un peu rompre par l'innovation un certain nombre de sujets. Moi, je l'ai été à une époque quand j'ai fait du e-business ou média dans une société très cadré. J'étais plutôt un corsaire. Hein. On travaille pour le roi, mais on a quand même des méthodes un peu particulières. Et là, on a clairement, grâce aux acteurs externes, on a quand même, ou nouveaux, on a des sociétés qui ont travaillé un segment client. T'en connais, hein, autour des professions libérales, des LMNP pour d'autres. Enfin, on va pas les citer, mais on les connaît bien, qui sont d'ailleurs souvent bousculés par la profession en disant attention, ils respectent pas complètement les règles, c'est un peu illégal ce qu'ils peuvent faire ou autre. Mais ils sont venus changer quelque chose. Moi, je pense que il faut prendre l'enseignement de ce qui vient de se passer, ou des gens qui viennent bousculer un peu les codes et les lignes. Ouais. Ok, super, super clair. Et du coup, comment toi tu mets en place ça? Parce que j'imagine, donc toi chez Forvis Mazars, tu bosses sur la strat. Comment après vous arrivez à la mettre en musique? Notamment, alors toi dans la strat, ça peut être soit de faire de la transfo, ça peut être aussi de faire des rachats, comme tu disais. Comment? Parce que souvent moi j'ai des cabinets qui me disent oui, j'ai une stratégie, mais j'arrive pas à la courroie de transmission derrière. C'est compliqué, quoi. Ouais, c'est un bon point. Mais on revient. Alors nous, on a une chance. Sans aucune arrogance, mais on a une marque qui est très belle. Donc en interne, dès que quelqu'un, cette image et l'image de marque ou l'image et le rapport à la marque fait que tu alignes assez vite l'organisation quand tu décides quelque chose. Assez vite, faut pas être le ravi de la crèche. Hein. On a, comme tout le monde, des difficultés dès qu'on commence à exécuter une stratégie. Donc, il y a des sujets de conduite du changement, d'habitudes qui sont prises ou de modèles qui sont déployés. Mais néanmoins, aujourd'hui, on a, je pense, un sujet qui est un référentiel qui nous permet de dire voilà à peu près les niveaux de service qu'on a envie d'avoir. Ça nous permet aussi d'avoir quelque chose d'assez clair, si on parle de rapprochement avec d'autres structures, puisque aujourd'hui, on est un des acteurs de la concentration et c'est une volonté forte. Ça nous permet aussi de donner assez vite des projets au cabinet quand on les voit. Donc, d'avoir des logiques de j'écris un projet, on écrira un projet ensemble. Nous, on ne fait jamais d'acquisition, on écrit toujours un projet. Ce qui fait que d'ailleurs, on se fait parfois distancer ou doubler par des acteurs de la finance qui vont plus vite que nous. Mais quoi qu'il se passe, on veut poser l'équation de ce qu'est demain la cible ou le métier tel qu'on a envie de l'exercer. On a la chance d'avoir... la chance. Il y a eu un design qui a été fait autour de l'expertise comptable où assez vite, on s'est dit qu'on pouvait apporter de la technologie ou un écosystème de technologie. Ça, culturellement, ça nous permet de se dire que d'autres services peuvent être envisagés dans l'organisation. Et puis après, c'est une question d'animation et d'irritualisation ou d'animation, finalement, de ta transformation. Et là, je pense qu'on est un peu comme tout le monde. On apprend en marchant, on a encore des voies de progrès. Et puis, on a la chance, et on ne le prend pas, mais on a la chance d'être une ETI. Et aujourd'hui, on est une vraie ETI. C'est-à-dire qu'on est une ETI avec un capital familial. Mazars appartient à ses associés. Et donc, on est une boîte de temps long. Donc, la transformation, c'est bien sûr, c'est agir vite dans un temps long. Finalement, on rejoint ou on boucle un peu avec le sujet du rapport au temps. Donc, on travaille et les dirigeants de Mazars, les échanges que j'ai pu avoir avec eux ou je peux avoir avec eux, te diront on travaille pendant 3 ans et on est en 2025. Mais ça n'empêche pas que 2025, je peux dire qu'on exécute 2025. Mais on travaille aussi pour c'est quoi dans 3 ans l'expertise comptable chez nous quand la facture électronique
sera là. Alors, 2027, 2028, on ne sait pas encore. Mais peu importe, de toute façon, elle sera là parce que, de toute façon, la technologie et les acteurs de la technologie vont faire qu'elle sera là. Le sujet, il n'est pas tant la facture électronique que d'équiper les TPE, PME de la possibilité de le faire. Ouais, d'un système d'opération. Je pense, tu parlais de niveau de service. Moi, ça me paraît assez clé parce que j'ai l'impression qu'aussi une des raisons pour lesquelles le chef de mission ou l'expert comptable ne va pas adresser son client à un spécialiste, que ce soit de la gestion de patrimoine, que ce soit un avocat, c'est parfois aussi la peur de perdre son client, de se dire bah, si je fais une mauvaise reco, une mauvaise intro, en fait, ça va me retomber dessus alors que je ne le méritais pas. Ouais. Et donc, je pense que si tu peux garantir une sorte de niveau de service quand tu fais du cross-sell, bah, ça va beaucoup plus inciter, encourager et rassurer, quoi. Oui, c'est clair. C'est clair que c'est un niveau de service et aussi le fait que tu es professionnalisé, ta notion de newbies et de saturation, de cross-sell, c'est quelque chose qui est essentiel. Tu prends... moi, j'ai beaucoup travaillé dans le courtage en assurance. Et dans le courtage en assurance, tu as différents segments clients et tu as différentes lignes de services qui doivent être proposées. Je fais de l'assurance autour de la responsabilité civile, je fais de l'assurance autour du dommage, je fais de l'assurance autour de la flotte automobile, l'assurance, j'ai eu des assurances sur les risques politiques, bref, l'assurance homme-clé, l'assurance crédit, c'est des lignes de service. La même chose dans l'expertise comptable. Et un courtier, ou la culture du courtier va être de dire, finalement, je fais du newbies, je rentre un client pour des revenus récurrents, je sais sur quoi je le rentre. Imaginons que je le rentre parce que mon assurance dommage soit meilleure que mon compétiteur, ou prévoyance santé, enfin peu importe. Je rentre sur une ligne de service. La culture du courtier ou l'organisation du courtier, la performance, elle va être commerciale, elle va être de saturer le compte, saturé par deux lignes de service. Donc, tout le temps, alors ils vont renouveler ou essayer de renouveler la ligne de service pour laquelle ils sont rentrés chez le client, puis après ils vont essayer de le saturer. Là, la culture est faite pour ça. Donc, tu as la même logique, parce que le gars qui a rentré le client, il le rentre sur, par exemple, la ligne dommage, il va dire « Attends, mais j'ai pas envie que l'assurance de personne vienne abîmer mon client. » Surtout que souvent, c'est pas dans le métier du courtage, c'est l'assurance de personne et l'assurance autour des risques. C'est souvent deux écoles. Mais le fait est que on essaie quand même de se passer les ballons, de se passer la main. Et nous, on doit avoir cette culture, mais qui est tu vois, ça va mieux quand tu dis que c'est autour du développement de l'organisation. Bien, et que c'est un portefeuille où la culture d'un portefeuille client régulier, c'est je shift et je lift un modèle de revenus et j'essaie de générer des revenus et de saturer mes comptes. Et je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment dans cette organisation. Et pour ça, il faut qu'elle soit... Ça s'improvise pas. Je veux dire, tu l'as vu et tu le sais, tu le vois dans la tech. Des cabinets se professionnalisent en tech et d'autres pensent qu'ils peuvent en faire sans se professionnaliser. C'est la même chose dans le commerce ou dans le business développement. Aujourd'hui, et combien de cabinets ont un vrai CRM ? B.A.B.A. Combien de cabinets ont mis les bonnes incentives ? B.A.B.A. Toi, avant d'avoir la peur, bien sûr, tu auras toujours cette peur de dire finalement, mon client, surtout que on a un peu cette appropriation du portefeuille client. Non, demain, je pense qu'on doit pouvoir... et les cabinets qui réussissent sont quand même les cabinets qui arrivent à faire passer les ballons les uns vers les autres et à, entre guillemets, saturer le compte comme tu le ferais en assurance, quoi. Ouais. Et alors, du coup, avec l'arrivée de cette facture électronique, quel changement majeur tu vois demain ? Est-ce que tu vois des nouvelles lignes de revenus rendues possibles avec la fameuse théorie des donuts là, de Jérôme Clarisse ? Sur quoi tu mises, toi, en fait ? Alors, moi, je pense que la pluriprofessionnalité, je vais passer déjà de là. Je pense que déjà, il y a les revenus de base ou les revenus initiaux, ils devront être là, ils doivent continuer à être là, et on doit les entretenir. Vraiment les entretenir, il ne faut pas les oublier, et essayer de leur maintenir un bon niveau. Il y a la notion de pluriprofessionnel, de pluriprofessionnalité, qui a été assez... quand elle a été définie avec un axe
de rapprochement, de conjonction qui était le titre. Un expert comptable plus un avocat, plus un notaire, plus éventuellement d'autres professions juridiques. Bon. Moi, je pense, et d'ailleurs je l'avais écrit il y a quelques années, je pense que la pluriprofessionnalité, c'est aussi d'intégrer la technologie. Et je ne parle pas de partenaire, je parle de pluriprofessionnalité. Donc, dire qu'il y a des professionnels à la technologie qui sont plus ou moins intégrés dans le cabinet, mais qui peuvent être là. Donc, et pas uniquement, je prends, et tu vois bien ce dont je parle, j'arrête de prendre la technologie comme un outil qu'on me fournit ou de regarder les acteurs de la technologie comme des fournisseurs. Alors, la logique de partenariat, je ne sais pas bien ce que ça veut dire. En revanche, la logique de pluriprofessionnalité pour adresser un marché de TPE-PME, ça a pour moi plus de sens. Donc, il y a plus d'intégrateurs. Plus d'intégrateurs ou de dire finalement, je suis capable d'équiper, d'installateurs ou d'équiper la technologie ou d'amener un certain nombre de services autour de la technologie à mes clients avec un certain nombre de gens internes ou d'écosystèmes autour de nous, puisqu'on est de plus en plus sur des sujets un peu hybrides, internes, externes, dans les organisations. Donc, autour de la technologie, je pense qu'on a un vrai marché. Bon, ça, quelque part, c'est le moins compliqué à comprendre parce qu'il commence à générer un certain nombre de revenus, de partage de revenus avec les éditeurs pour aller équiper les TPE-PME. Et c'est là, vis-à-vis de la facture électronique, qu'on a un vrai rôle à jouer parce que souvent, on entend attention, des acteurs font signer, font un opt-in de nos clients sur des PDP. Il faut leur dire aux clients d'attendre. Le sujet n'est pas l'attentisme. On doit être dans l'action. Équipons nos clients de technologie. Et on a déjà... C'est la meilleure défense. C'est la meilleure défense. La meilleure défense, c'est de générer du revenu. Donc, équipons nos clients de technologie et on aura aussi une maîtrise un peu sur le canal demain. Donc, voilà. Il y a les revenus qui sont autour des services financiers aussi, qu'on voit arriver. Si je prends... j'élargis un peu l'écosystème et qu'à côté des acteurs de la technologie qui sont là, il y a les néobanques. Parfois, il y a une conjonction. Tout ça est un peu poreux aujourd'hui, et tant mieux. Qui, je pense, vient du fait que parce qu'on parle d'une population, la TPE, qui, elle, autant que possible, a envie d'avoir tout au même endroit. Bien sûr. Bien sûr. On parle de finances embarquées. Moi, je parle vraiment de finances embarquées. Donc, on parle de services financiers. Qu'est-ce qu'un expert comptable ? Un expert comptable, c'est un professionnel de la finance et du risque. Quand tu me parles des nouveaux revenus, regardons les revenus qu'on peut faire autour de la finance et du risque. Autour de la finance, il y a les outils de la finance, la technologie. Il y a les revenus de la finance, carte pro, compte pro. Bon, est-ce qu'on en fait, est-ce qu'on n'en fait pas ? Mais je pense qu'on peut... Et pour moi, le fait que historiquement, une TPE, elle a d'un côté ses factures et de l'autre un endroit où elle les paye, c'est plutôt un problème technique à la base. Ouais. Mais la facture électronique vient faire le lien, parce qu'elle te force à transmettre tes factures et à transmettre le statut de paiement. Et je pense aujourd'hui, la finance embarquée fait que tu peux ramener au même endroit. Exactement. Et à la fin, c'est quand même l'utilisateur qui choisit, quoi. Ok. Donc la partie services financiers et tout ce qui est aussi, tu parlais assurance. Ouais, et comment vous prévoyez... Gestion du risque. Parce que c'est ça le deuxième sujet d'un expert comptable. Avant de faire du conseil, j'aide mon client, je dois faire que mon client ait des données financières fiables, sécurisées, lui permettant de payer le bon impôt. Et je dois s'assurer qu'il maîtrise un certain nombre, il y a une maîtrise d'un certain nombre de risques dans son environnement pour exercer son métier. Autour du risque, de la même manière, c'est quoi les gros opérateurs du risque ? C'est les gens qui gèrent du risque, qui assurent du risque. Quand tu assures du risque, tu as des services autour de l'assurance du risque. Donc, bien sûr, il y a l'assurance qui peut être un des revenus ou le fait de pouvoir compléter le service que tu rends à ton client. Et là encore, la technologie, on ne l'a pas encore parce qu'on n'a pas la facture électronique de l'assurance. La même chose que pour ce qu'on vient de dire pour les services financiers et le paiement. Mais en revanche, demain, la technologie, on parle beaucoup des data lakes, des initiatives qui sont autour de ces sujets-là. Bon, moi, je ne crois pas du tout à la vente de benchmark. J'ai vécu du conseil, j'ai été un professionnel du conseil pendant 20 ans. Avant de vendre des benchmarks à mes clients, et même quand tu t'appelles PwC, on va te dire, écoute, on n'est pas prêt de le payer, je le paye au BCG, à McKinsey.
Mais à toi, voilà. Alors, de là à ce qu'un boulanger industriel paye le benchmark de la farine lié à des conditions météorologiques, j'ai un peu du mal à y croire. Mais voilà, je pense qu'on a plein d'autres sujets à vendre. Mais peut-être que la donnée va plutôt toi te permettre d'identifier. C'est plus ça, quoi. De l'après-co, Voilà, ça, du lead commercial. Et ça, j'y crois énormément. Parce que pour le coup, tu pourras, de façon industrielle à l'échelle, savoir exactement, typiquement si tu prends l'assurance, combien actuellement tes clients payent pour quel produit d'assurance et dire, ah bah toi, tu payes trop cher. Bien sûr, bien sûr. Et c'est clair. Et là, je pense qu'effectivement, la technologie va le faire, à mon avis, pourra nous aider. Et là, je crois beaucoup à l'IA. Autant l'IA, le sujet IA qui vient un peu tout remplacer, j'ai un peu du mal à le voir, même si je pense qu'il y a, et on le voit bien dans la paye, il y a un certain nombre de sujets aujourd'hui qui sont exécutés par la machine. Je pense que la paye est assez mature, la compta commence à l'être. L'IA générative, j'ai un peu du mal à voir. En revanche, je crois que demain, un acteur de la technologie qui nous permet de gérer commercialement nos clients ou d'avoir une automatisation, parce que c'est ça le sujet. Que ça soit une Implid ou Forvis Mazars, on est des cabinets qui sont multisites, pluridisciplinaires, on doit passer des ballons et autres, donc on doit animer commercialement. Moi, j'ai mis en place, dans la structure que j'ai dirigée, quelque chose qui était très artisanal. J'avais des gens qui le faisaient à la main, qui faisaient du data crunching, et qui disaient dans les bureaux comment on allait vendre le service et on accompagnait à la vente du service. Je crois que la technologie, demain, va le faire. On pourrait le faire. Alors, pour le coup, je ne l'ai pas complètement. Je commence à avoir des structures qui l'ont mis en place, et je trouve ça hyper intéressant. Des professionnels de la comptabilité, des experts comptables qui pensent ces sujets-là, et je trouve ça pas inintéressant du tout, mais on ne l'a pas encore. Et pour le coup, je ne vois pas non plus, en tant que fournisseur de technologie, quelqu'un qui soit capable de dire j'aide la vente de manière massive de l'expertise comptable. Mais il y aura effectivement la vente de ces services, assurance, gestion de patrimoine. Alors, les services de conseil autour aussi du dirigeant, mais qui peuvent donner la vente de certains services additionnels. Bien sûr, la gestion de patrimoine, tout ce qui va être autour de la retraite. Alors, le conseil autour du dirigeant. Conseil au dirigeant, ouais. Au dirigeant, exactement. Le conseil au dirigeant, ouais. Et du coup, on a parlé notamment du fait que vous êtes un acteur majeur dans on va dire la consolidation du marché. Tu as notamment aussi les fonds de private equity qui rentrent. Comment tu vois ça? Enfin, déjà, comment t'expliques ça? Pourquoi maintenant? Est-ce que c'est aussi lié à la facture électronique? Est-ce que c'est une vague de fonds plus forte? Et quel impact ça va avoir sur les cabinets demain? Alors, j'ai l'impact, je ne sais pas forcément aujourd'hui te dire quel impact ça va avoir, parce que je pense qu'on a, on n'a pas les mêmes acteurs de financement ou de fonds. Enfin, il y a le private equity ou les fonds, tu connais ça très bien. Il y a différentes typologies de fonds. On a aujourd'hui qui arrivent sur le métier des fonds early stage, qui viennent faire des plateformes de cabinets puis les revendre, des fonds qui viennent transformer. Il y a un des grands acteurs qui est accompagné d'un fonds pour créer une marque, qui la met sur le marché, Ridge pour ne pas le nommer. Je pense qu'on n'est pas sur la même philosophie, la même typologie de fonds, les mêmes objectifs, donc le même impact que ça aura sur le marché demain. Comment je le vois? Moi, je le vois plutôt comme une chose intéressante. Et alors, du coup, moi, Denis, ce que j'aimerais bien comprendre, c'est je vois, moi, une accélération de la consolidation sur le marché, que ce soit l'entrée de fonds, mais aussi des acteurs comme toi qui accélèrent les rachats de cabinets. D'après toi, qu'est-ce qui fait que ça arrive maintenant? Est-ce que c'est la facture électronique? Est-ce que c'est le fait que des cabinets, justement, voient que le rythme de transfo s'accélère, ils ne sont pas prêts à suivre? Ouais. Tu as un effet, le BAB de l'économie, offre et demande. Sur l'offre donc de cabinets qui souhaitent, depuis 2 ans, effectivement, il y a une accélération. Il y avait un phénomène générationnel. Donc, pas mal d'experts comptables. La pyramide des âges des experts comptables. Mais c'était un schéma classique. Aujourd'hui, depuis quasiment 6 mois, moi, je vois aussi beaucoup de dossiers où les cédants ont une quarantaine d'années, ou 35 à 45 ans. Donc là, ça veut dire que des gens qui vont rester dans la profession. Donc effectivement, ils se disent, on sait faire notre métier, mais le métier de demain, on a besoin de mieux
enfin, on a besoin de partenaires pour le faire. Clairement, on a besoin d'aller chercher un peu C'est de une masse. notion de masse critique. On a besoin de masse critique ou de compétences aussi, de compétences clés, parce qu'on n'a pas parlé de RH, mais le vrai sujet, il est RH. La vraie problématique, elle est de transformer nos équipes pour arriver, enfin transformer nos équipes ou au sens large, enfin, recruter des profils ou accompagner par la formation. Bref, et là, ils se disent, ça s'accélère. Nous, on sait bien faire notre métier. J'ai une taille, je suis arrivé à 30 collaborateurs là, je fais tout et j'aimerais continuer à gérer mon métier ou à faire mon métier d'expertise comptable, donc j'ai besoin plutôt. Et puis, voilà, et puis l'offre fait l'offre. Hein. Il y a un côté un peu moutonnier qui dit, c'est peut-être le moment de... Et les fonds, ils accélèrent. Hein. Aujourd'hui, les chargés de participation, les gens qui sourcent, ils appellent beaucoup de cabinets. On dit que c'est du call-call, quoi. Ouais, c'est du call-call. Aujourd'hui, c'est call-call. Nous, on n'en fait pas, bien évidemment, parce que c'est pas du tout notre sujet, notre image. Mais aujourd'hui, moi, je reçois un dossier tous les 2 jours. Donc, il y a des gens qui ont appelé, que ce soit des intermédiaires ou des... Après, il y a les fonds qui appellent. Ce que viennent chercher ou ce que nous cherchons là, nous, on a une vraie croyance dans les services, comme je le disais au départ, apportés à la TPE-PME, le niveau de service. Et on pense que l'éventail, le donut, il est de plus en plus gros, pour paraphraser Jérôme, Clarisse. Il est de plus en plus gros, l'éventail de service peut être là, on peut générer beaucoup de valeur autour de ça. Et je pense que les fonds, ils ont pensé la même chose. Ils ont regardé la technologie, tu le sais, et ils se disent, on peut peut-être, dans la chaîne de valeur, remonter ou descendre, peu importe comment on regarde cette chaîne, en ayant finalement des acteurs qui soient capables de générer des revenus récurrents demain. Et je pense qu'on est vraiment sur ce sujet-là, avec un fonds, et c'est normal. Et moi, je trouve qu'ils ont raison de s'intéresser à la profession, parce qu'on peut générer beaucoup de revenus récurrents demain. Bon, merci beaucoup. En tout cas, je pense qu'on s'apprête à vivre des années encore assez passionnantes. On espère que la profession va réussir à bien prendre le virage. Et puis, merci beaucoup encore pour ta venue. Et puis, à bientôt. Merci Arthur, à bientôt.